Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les enfouit de manière irréversible pour des centaines de milliers d'années? C'est pas la conception que je me fais d'une civilisation. Dans l'actualité ce soir, l'embarras de Nicolas Hulot après l'évacuation du site de Bure. 500 gendarmes sont intervenus ce matin. Les militants dénoncent un projet dangereux. Les déchets radioactifs seront enfouis pour des millions d'années. Hélène Hugues sera en direct. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire est la troisième plus grande source d'électricité dans le monde et la première en France. Elle présente de nombreux avantages, comme son rapport énergétique, qui est très élevé, ainsi que le simple fait qu'elle ne rejette pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais seulement de la vapeur d'eau. Cependant, l'énergie nucléaire possède aussi plusieurs inconvénients, la rendant, de ce fait, sujette à controverse. Les principaux défauts de cette source d'énergie sont que les déchets qu'elle engendre sont très dangereux sur le long terme et très contraignants puisque l'on est actuellement incapable de les traiter. Néanmoins, de nombreuses solutions sont envisagées, notamment celle de la transmutation, qui pourrait bien faire évoluer la situation. Parmi différentes méthodes de transmutation provoquées, une se révèle particulièrement intéressante, c'est celle de la phototransmutation qui fut rendue possible grâce au laser. Mais alors, les lasers sont-ils une solution au problème des déchets nucléaires? C'est ce que nous allons voir. Et pour cela, commençons par parler des déchets nucléaires et de la radioactivité en général. Depuis la nuit des temps, la matière est faite d'atomes, la plupart du temps assemblés en molécules constituant la matière. Les atomes sont composés d'un noyau positif, formé de protons positifs et de neutrons neutres, autour duquel gravitent dans la surface lacunaire des électrons négatifs. Le tout créant un atome électriquement neutre, de par un même nombre d'électrons et de protons présents, et donc de charges électriques opposées. C'est au cœur de ces atomes, dans un noyau 100 000 fois plus petit, que peut avoir lieu le phénomène difficilement observable de radioactivité. Découvert en 1896 grâce à l'intervention d'Henri Becquerel, qui décela des rayonnements d'origine inconnue émis par des sels d'uranium sur des plaques photographiques qui en révélèrent les traces. Dans les faits, c'est le phénomène physique par lequel des noyaux atomiques instables, car possédant trop de protons, de neutrons ou d'énergie pour compenser correctement les forces attractives et répulsives présentes en son sein, se transforment spontanément en d'autres atomes en émettant simultanément des particules de matière telles que des électrons, noyaux d'hélium, neutrons, etc., ainsi que des photons et de l'énergie cinétique. Les noyaux atomiques instables sont donc la source de particules émises avec une grande énergie, des rayonnements, désignés par les trois premières lettres de l'alphabet grec. Alpha, émission d'un noyau léger d'hélium, bêta, émission d'un électron négatif ou positron positif, et gamma, émission d'un photon de grande énergie, analogue au rayon X. Ce qui distingue donc un atome radioactif d'un atome ordinaire, c'est cet instant unique où il se transforme en émettant un rayonnement. Aussi, cette émission qui survient au bout d'un temps très variable peut par ailleurs atteindre des milliards d'années. En dehors de cet instant, un atome radioactif se comporte exactement comme un atome ordinaire. Il n'est ni plus mobile, ni plus nocif que ses homologues non radioactifs, et possède les mêmes propriétés physiques, chimiques ou biologiques. Voici respectivement les émissions radioactives en détail. Le rayonnement alpha concerne un noyau atomique ayant un excédent de nucléons, qui émet alors une particule lourde chargée positivement, constituée de 2 protons et de 2 neutrons, un noyau d'hélium. Le pouvoir de pénétration des rayonnements alpha est faible. Une simple feuille de papier ou 4 à 5 cm d'air les arrête totalement. Les rayonnements β- concernent les noyaux atomiques ayant un excédent de neutrons, qui émettent alors une particule légère chargée négativement, un électron, tandis que le rayonnement β+, concerne les noyaux atomiques ayant un excédent de protons, qui émettent alors une particule légère et chargée positivement, un positron. Les deux rayonnements peuvent être arrêtés par une simple feuille d'aluminium. Le parcours des électrons ou positrons dans la matière est plus important que celui des particules alpha, de l'ordre de quelques mètres maximum dans l'air. Pour terminer, les rayonnements gamma concernent des noyaux d'énergie qui se trouvent dans un état d'énergie instable et qui émettent alors un photon très énergétique et donc très pénétrant pour atteindre un état d'énergie plus stable. Il faut environ 1 à 5 cm de plomb pour l'absorber. Il n'y a guère de différence entre les rayons X durs et le rayonnement gamma. Seule leur origine est différente. En général, l'émission de rayonnement gamma suit une désintégration alpha ou bêta, car elle correspond à un réarrangement des nucléons et notamment à une réorganisation de la charge électrique à l'intérieur du noyau.
On rencontre donc fréquemment un noyau radioactif émettant simultanément plusieurs types de rayonnements. Par exemple, l'isotope 239 du plutonium est un émetteur alpha-gamma. L'isotope 59 du fer est un émetteur bêta-gamma. Il est important de noter que le rayonnement gamma est un faisceau de photons sans charge électrique ni masse. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire occupe une place toujours plus importante dans nos sociétés modernes. En effet, elle fascine pour son formidable potentiel, car un réacteur de 900 MW produit en moyenne chaque mois 500 000 MW par heure, ce qui correspond à la consommation de 400 000 foyers environ. Mais elle effraie aussi pour sa dangerosité. Depuis les malencontreux accidents de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011, qui tuèrent massivement les populations locales, menaçant l'environnement, la biodiversité et les activités humaines. De plus, avec une production de 2606 TWh par heure en 2016, soit 10,4% de la production mondiale d'électricité, le nucléaire est la troisième source de production d'électricité dans le monde, fournie par plus de 454 réacteurs nucléaires en fonctionnement répartis dans 31 pays. En France, le nucléaire est la première source de production d'électricité, provenant de 58 réacteurs répartis sur l'ensemble du territoire. Une centrale nucléaire est un site industriel destiné à la production d'électricité, formé de un ou plusieurs réacteurs nucléaires qui utilisent la fission nucléaire en chaîne des atomes d'uranium pour produire de la chaleur. Chaleur qui transforme de l'eau en vapeur et met alors en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité. La fission nucléaire en chaîne, qui consiste à casser des noyaux lourds sous l'effet de l'impact de neutrons, les fait alors se diviser en deux atomes plus petits, libérant de l'énergie et des neutrons, qui peuvent alors percuter à leur tour d'autres atomes lourds, qui se divisent en deux, et ainsi de suite. La réaction en chaîne est alors maintenue dans le cœur du réacteur si le nombre de neutrons produits par les fissions des atomes lourds est égal au nombre de neutrons qui disparaissent. Donc le contrôle des réactions de fission en chaîne qui permettent aux centrales de fonctionner correctement, rendant par ailleurs quatre constituants indispensables à sa conception. Un combustible dans lequel se produit la fission, un fluide caloporteur, liquide ou gazeux, qui transporte la chaleur hors du cœur du réacteur pour ensuite actionner une turbine permettant la production d'électricité, un modérateur qui permet de ralentir les neutrons afin de favoriser la réaction en chaîne, un moyen de contrôle de la réaction en chaîne, il en existe de deux types, soit des barres de commande constituées de matériaux absorbant les neutrons, soit des corps dissous dans l'eau dont on peut faire varier la concentration au cours du temps. Après 3 à 4 années d'irradiation, le combustible extrait du cœur d'un réacteur est extrêmement radioactif, et une partie se voit alors valorisable pour d'autres applications dans le nucléaire, tandis que l'autre sera alors considéré comme des déchets radioactifs, aussi connus sous le nom de déchets ultimes. En effet, bombardés par des neutrons, les divers isotopes de l'uranium et du plutonium, susceptibles de se transformer en éléments radiotoxiques, soit par fission, soit par capture, conduisent dans le premier cas à la formation de nombreux produits de fission, tels que le technium 99, l'iode 129 et le césium 135, ainsi qu'un intense dégagement d'énergie, et dans le second cas des noyaux de masse supérieure, les actinides, qui contribuent à l'essentiel de la radioactivité présente dans le combustible irradié des réacteurs, et dont seulement 10%, appelés actinides minoritaires, sont préoccupants, car 90% sont du plutonium réutilisable. Aussi, les actinides minoritaires possèdent une durée de vie longue contrairement à la majorité des produits de fission, et sont également des émetteurs alpha plus radiotoxiques en cas d'ingestion que les produits de fission qui émettent des électrons bêta. L'américium et le curium sont parmi les actinides minoritaires de forts émetteurs de neutrons et de rayonnement gamma. Les déchets nucléaires restent radioactifs durant une période qui donne le temps pendant lequel il faudra prendre en compte leur radioactivité, allant de la fraction de seconde au milliard d'années. Elle est par ailleurs appelée demi-vie, car elle est définie comme le temps au bout duquel subsiste la moitié des noyaux existants à un instant donné. La radioactivité est nocive pour la plupart des organismes vivants, dont les êtres humains, qu'elle touche de deux manières différentes. Soit via une irradiation externe qui touche la peau, les yeux, voire l'ADN, soit via une irradiation interne touchant alors les organes due à l'inhalation d'un air contaminé, à la consommation d'eau ou d'aliments radioactifs, ou encore à un passage à travers la peau de cellules toxiques. Les conséquences de ces radiations sont ainsi diverses mais aussi variées, car les effets des rayonnements ionisants sur l'organisme varient en fonction de la dose reçue et de différents facteurs, la source, le mode d'exposition ou encore la cible. Dans les faits, une irradiation très forte tue les cellules et provoque des brûlures radioactives, la maladie et souvent la mort. Un niveau d'irradiation moins élevé entraîne des mutations dont les effets sont peu prévisibles, provoquant aussi bien des cancers que des problèmes génétiques à la naissance, avec des enfants qui peuvent par exemple
être atteint de malformations. Aussi, les effets se manifestent souvent de nombreuses années après l'irradiation, de plus que l'étendue des risques reste mal connue, car on continue de découvrir des effets inattendus à la radioactivité. Il existe deux types d'effets biologiques, les effets immédiats ou déterministes, provoqués par une forte irradiation à des rayonnements ionisants. Ils génèrent des effets immédiats sur les organismes vivants, comme par exemple des brûlures plus ou moins importantes. En fonction de la dose et selon l'organe touché, le délai d'apparition des symptômes varie de quelques heures à plusieurs mois. Les effets secondaires peuvent même être observés des années après une irradiation. Le deuxième type d'effet biologique est dit à long terme. Les expositions à des doses plus ou moins élevées de rayonnement ionisant peuvent avoir des effets à long terme sous la forme de cancer et de leucémie. La probabilité d'apparition de l'effet augmente avec la dose et le délai d'apparition après l'exposition est de plusieurs années. C'est pour cela que des solutions sont recherchées pour se débarrasser des déchets des centrales nucléaires représentant un risque. Ainsi, la première décision retenue fut de laisser faire le temps, confiner la radioactivité, la mettre hors d'atteinte ou quand c'est possible, la réduire. La grande loi de la radioactivité est qu'elle diminue naturellement. L'objectif actuellement est donc de le laisser faire le temps, surtout quand cette décroissance est rapide, car au bout d'une dizaine de périodes, l'activité d'un élément radioactif est alors divisée par 1000, le faisant pratiquement disparaître. Mais attendre ne suffit plus quand la décroissance est lente et l'activité trop forte. Les maîtres mots deviennent alors confinement, entreposage et stockage. Ainsi, on immobilise les matières les plus radioactives en les confinant au sein de matériaux comme des verres ou des céramiques conçus pour résister des milliers d'années aux radiations. Quelques mètres d'eau ou de terre suffisent alors à arrêter les rayonnements les plus pénétrants. Et si les intégrations dégagent une chaleur qui peut être importante au départ, on commence par les entreposer pour les laisser refroidir. Puis une fois refroidis, la destination ultime des déchets, qui sont actuellement des hangars, pourrait bien devenir un stockage à grande profondeur, au sein d'une roche haute choisie à l'abri de l'eau, des centaines de mètres, voire des kilomètres de profondeur dans de l'argile. Cependant, cette dernière proposition préoccupe beaucoup notre société, de par les conséquences qu'elle porterait sur les générations futures, car personne ne veut prédire ce qu'il adviendrait s'il survenait un accident libérant les déchets. Aussi, personne n'en connaît les possibles répercussions, qui laissent malgré tout suggérer aux spécialistes un désastre, étant donné que les déchets resteront radioactifs aussi longtemps qu'un probable changement géologique. Il est en effet presque impossible de garantir la stabilité du sous-sol pendant des milliers d'années, ni d'empêcher les infiltrations d'eau qui contamineraient les nappes phréatiques. Pour l'exemple, des milliers de litres d'eau pénètrent quotidiennement l'ancienne mine d'As en Allemagne, où l'on s'est débarrassé de 126 000 fûts radioactifs. Pour lutter contre le problème des déchets nucléaires, il faut donc chercher à diminuer leur temps de vie qui présente un véritable danger sur de longues périodes à cause de leur demi-vie. C'est pour cela que l'Assemblée nationale a proposé en 2006 un projet de loi visant à étudier plusieurs solutions, dont la transmutation, afin de régler le problème des déchets nucléaires. Historiquement, la première apparition du terme transmutation s'est faite avec l'alchimie, science occulte en vogue au Moyen-Âge, née de la fusion de techniques chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques. La transmutation de la matière désignait alors l'hypothétique possibilité de transformer une substance en une autre, notamment des métaux dits vils comme le plomb par exemple, en métaux nobles tels que l'or. Mais, avec l'arrivée de la science moderne, l'alchimie et tout ce qu'elle implique sont petit à petit délaissés car considérés comme fausses. Or, en 1900, alors que la transmutation est considérée comme impossible par la communauté scientifique, Ernest Rutherford observe pour la première fois la transformation d'un élément chimique en un autre dans la désintégration du radium. Lors de cette désintégration, le radium, métallique, devient un gaz lui-même radioactif, du radon. Ainsi, en 1901, il montra, avec son élève Frédéric Soddy, que l'émission de rayonnements alpha et bêta accompagne la transformation de certains corps en des corps différents, mettant par la même occasion à bas l'un des dogmes les plus fondamentaux de la physique d'alors, l'immuabilité de la matière et de ses atomes. Frédéric Soddy raconta comment, alors qu'il avait prononcé le mot transmutation sous le coup de l'exultation, Rutherford lui répondit « Pour l'amour du ciel, ne prononcez pas ce mot, on va vouloir nos têtes en nous traitant d'alchimistes. » Aujourd'hui, la transmutation, aussi appelée transmutation nucléaire, désigne la transformation d'un élément chimique en un autre par modification du noyau atomique de l'élément. En effet, une transformation survenue dans le noyau se répercute aussitôt au niveau de l'atome. Si le noyau émet une particule alpha ou bêta, l'équilibre des charges entre noyau et cortège électronique est rompu. L'atome rétablit donc cet équilibre en expulsant des électrons ou en empruntant à l'extérieur. Au bout du compte, l'atome a changé de nature chimique. Cette transformation peut se produire de manière naturelle, au cours de ce que l'on appelle une chaîne de désintégration,
Le plutonium-239, par exemple, se transforme très lentement en plomb à travers une chaîne de désintégration longue de plusieurs centaines d'années. Ou bien elle peut être provoquée, par exemple dans un réacteur nucléaire, avec la fission qui consiste à scinder un atome lourd en deux atomes plus légers en le bombardant de neutrons. De ce fait, la transmutation est aujourd'hui monnaie courante. La transmutation la plus importante est celle qui transforme dans le cœur des centrales nucléaires de l'uranium en plutonium. Or, l'immuabilité de la matière ayant été démentie, beaucoup de perspectives ont vu le jour, et notamment celle de transmuter les déchets radioactifs à vie longue produits par les centrales nucléaires. En effet, il serait donc possible de transformer des isotopes radioactifs à vie longue en isotopes à vie courte ou en isotopes stables. En France, la loi Bataille du 30 décembre 1991 définit un axe de recherche dont le pilotage a été confié au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur la transmutation des déchets à longue durée de vie issus des centrales nucléaires en vue de réduire la radioactivité à long terme des déchets radioactifs. Aussi, pour arriver à un tel résultat, plusieurs méthodes ont été mises au point. On dénote par exemple la transmutation par bombardement de neutrons, qui consiste à casser le noyau de l'élément à transmuter en deux noyaux plus légers qui perdront leur radioactivité plus rapidement. Le principe physique à l'œuvre est le même que dans la fission nucléaire des réacteurs, à la différence que, pour scinder des noyaux d'éléments comme le neptunium, l'américium ou le curium, il faut les bombarder avec des neutrons plus rapides que dans les centrales classiques. Mais le procédé qui nous intéresse aujourd'hui est tout autre. Il s'agit de la phototransmutation assistée par laser. La phototransmutation est une forme de transmutation, mais particulière, qui ne se produit pas sous l'action d'une particule possédant une masse, comme un neutron ou un proton par exemple, mais, comme son nom l'indique, sous l'action de photons. Cependant, n'importe quel photon ne suffit pas à provoquer une transmutation. Celle-ci nécessite des photons de très haute énergie, c'est-à-dire au minimum dans le domaine des rayons gamma. Ainsi, lorsqu'un noyau d'atomes est irradié par des rayons gamma de haute énergie, il va lui-même acquérir beaucoup d'énergie. Cette énergie va faire entrer le noyau en résonance dipolaire géante. C'est un état d'excitation élevé et collectif, se traduisant par une oscillation forte du noyau. En sortant d'un tel état d'excitation, le noyau atomique va entraîner certains éléments intéressants, c'est-à-dire l'émission de rayons gamma, l'émission de neutrons, la fission nucléaire ou d'autres événements. Sauf dans le cas où le noyau émet seulement des rayons gamma, la désexcitation du noyau va provoquer une transmutation de l'atome en un autre. C'est cela qu'on appelle la phototransmutation. Pour illustrer cela, voici quelques cas spécifiques de phototransmutation. Par exemple, Chadwick et Goldhaber ont pu mesurer la différence de masse entre un proton et un neutron grâce à une réaction de photodésintégration où un noyau de deutérium frappé par un rayon gamma émet un neutron et devient un noyau d'hydrogène 1. Aussi, la photodésintégration est un phénomène présent dans les étoiles très lourdes, ayant une masse 250 fois plus élevée que celle du Soleil. Elle joue un rôle majeur dans les hypernovae et dans l'effondrement du cœur de l'étoile menant à la formation d'un trou noir. Pour transmuter un noyau, il est donc nécessaire d'avoir une source de rayons gamma à haute énergie. Nous allons donc maintenant voir comment il est possible d'obtenir une telle source de rayons. Le point de départ de notre source de rayons gamma est un laser. Il va être la source d'énergie du dispositif. En effet, un laser permet d'obtenir un rayon lumineux qui reste focalisé et donc limite les déperditions d'énergie. Mais pour notre source de rayons gamma, nous n'avons pas besoin d'un simple laser. Il nous faut un laser dit de puissance, c'est-à-dire un laser pouvant atteindre des puissances très élevées de l'ordre du térawatt. Nous allons donc expliquer quel est le fonctionnement de ce type de laser et qu'est-ce qui les différencie des lasers classiques. Pour atteindre des intensités lumineuses très élevées, on ne peut produire des impulsions de longue durée. C'est pourquoi les lasers de puissance ne produisent que des impulsions ultra courtes de l'ordre de la femtoseconde. Ces impulsions ultra courtes, il est physiquement impossible de les obtenir à partir d'un laser classique qui serait monomode, c'est-à-dire qui émet dans une direction à une seule longueur d'onde bien précise. C'est pourquoi on choisit un matériau laser permettant d'émettre sur une large bande et on utilise une cavité optique autorisant l'effet laser sur toute cette plage de longueur d'onde et donc autorisant une multitude de modes. Pour que l'impulsion soit courte,
Il faut que tous les modes soient émis en même temps. On dit qu'ils doivent être synchronisés. C'est pourquoi on place dans la cavité un absorbeur saturable, ne laissant passer que les ondes de fortes intensités, c'est-à-dire celles se trouvant dans des modes synchronisés. Une fois que l'on a une impulsion ultra brève et déjà de forte puissance, il ne reste plus qu'à l'amplifier. Cependant, elle est déjà si puissante qu'elle risquerait d'endommager les composants optiques dans lesquels elle passerait, y compris ceux de l'amplificateur. C'est pour cela que l'on utilise l'amplification par dérive de fréquence. C'est une technique inventée par Gérard Mourou et Donald Strickland en 1985 et pour laquelle ils obtinrent le prix Nobel de physique en 2018. Cette technique utilise le fait que l'impulsion est un large spectre. Avec des réseaux de diffraction, chaque composante spectrale est séparée et on lui fait parcourir un chemin différent. Le plus long pour l'onde violette et le plus court pour l'onde rouge. Puis on les recombine dans un même faisceau et on obtient ainsi une onde étirée temporellement par un facteur de 1000 à 100 000 et de plus faible intensité. Elle peut alors être amplifiée sans risquer d'endommager les composants optiques. À la fin, on recombine toutes les composantes spectrales en utilisant un dispositif similaire au premier, mais inversé. L'onde est de nouveau compressée, mais a été amplifiée et possède maintenant une très haute puissance. Voilà le fonctionnement d'un laser de puissance. Celui-ci va jouer un rôle très important dans le processus permettant l'obtention d'un rayon gamma pour la transmutation. Nous allons voir maintenant en quoi il est utile. En effet, pour créer un rayon gamma ayant une grande énergie, on utilise une technique nécessitant un électron à haute vitesse. C'est grâce au laser que l'on va pouvoir accélérer autant cet électron. Le procédé qui permet l'obtention de rayons gamma et que nous allons voir se fait en 2 étapes. La première consiste à accélérer des électrons à des vitesses dites relativistes, c'est-à-dire proches de celles de la lumière. Il est vrai que l'on pourrait imaginer utiliser un accélérateur à particules conventionnel pour obtenir ces électrons ultra rapides. Cependant, une autre technique se révèle particulièrement intéressante, l'accélération laser-plasma. À l'heure actuelle, ces 2 techniques permettent d'accélérer des électrons à des vitesses à peu près similaires. Cependant, le champ accélérateur d'un accélérateur à particules conventionnel est limité, de telle manière que les scientifiques doivent construire d'énormes structures pour pouvoir accélérer des particules à de très hautes vitesses. Avec les accélérateurs laser-plasma, ces champs sont 10 000 fois plus puissants, ce qui permet des accélérations colossales sur des distances infimes. Afin de mener à bien une accélération laser-plasma, l'utilisation d'un laser de puissance est donc primordiale. De ce fait, le procédé consiste à focaliser une impulsion laser de forte puissance et ultra courte sur une cible gazeuse. Le but étant d'ioniser la cible, l'utilisation d'un gaz est plus judicieux car il est plus facile d'ioniser un gaz qu'un solide ou un liquide. Ainsi, le champ électrique associé au laser est tellement important qu'il va arracher des électrons aux atomes de la cible et créer un plasma qui est un état de la matière globalement neutre constitué de charges négatives, les électrons qui sont libres, et de charges positives, les ions. Ensuite, l'impulsion laser va interagir avec le plasma nouvellement créé. La force qui est associée au laser va pousser les électrons, les faire sortir de leur zone d'équilibre et les écarter des ions. Cela va avoir pour effet d'engendrer une onde, que l'on appelle alors onde plasma, qui va suivre l'impulsion laser et se déplacer à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ce phénomène, appelé sillage laser, s'apparente à un bateau qui crée une vague dans son sillage. Ainsi, à l'instar des surfeurs qui doivent prendre de la vitesse pour surfer sur une vague, les électrons qui auront une vitesse initiale suffisante pourront alors être accélérés sur cette onde plasma et atteindre des vitesses relativistes. Il existe plusieurs dérivés de l'accélération laser-plasma. De cette façon, la fréquence de tir ou la puissance du laser ou encore le type de cible gazeuse utilisée peuvent varier, mais le mécanisme reste toujours le même. Cet électron relativiste, obtenu par laser plasma, va maintenant servir à l'obtention d'un rayon gamma de haute énergie. L'effet créant le rayon gamma est appelé l'effet Bremsstrahlung. On peut aussi l'appeler rayonnement de freinage. C'est une interaction entre un électron à haute vitesse, proche de celle de la lumière, c'est-à-dire un électron relativiste, et un fort champ électrique ou magnétique, notamment celui d'un noyau. Ainsi, lorsqu'un électron libre passe à côté d'un noyau à grand numéro atomique, les charges positives contenues dans le noyau interagissent avec la charge négative de l'électron.
Il y a donc une interaction de nature attractive entre l'électron libre et les protons du noyau. Sous l'effet de cette interaction, l'électron émet un photon qui emporte une partie de son énergie. Il se trouve donc freiné et sa trajectoire est modifiée. La puissance du photon émis dépend de la vitesse initiale de l'électron, c'est-à-dire son énergie cinétique, ainsi que du numéro atomique du noyau concerné, c'est-à-dire le numéro atomique du matériau dans lequel l'électron va être freiné. Afin de produire des rayons gamma de haute intensité, on utilise donc un matériau de freinage à haut numéro atomique, comme par exemple le plomb ou le tantale, et des électrons très rapides, accélérés par laser plasma. Pour récapituler, voici une petite animation qui va nous permettre de bien comprendre le phénomène de A à Z. Tout d'abord, on a un laser qui permet d'émettre des impulsions très courtes, mais sur de larges plages de longueur d'onde. Donc on va se servir de ça, on va séparer chaque composante spectrale, et on va faire prendre un chemin plus long aux composantes qui sont vers le violet et plus court à celles qui sont vers le rouge. Et donc au final, on aura étiré temporellement notre impulsion. Son intensité aura donc été divisée par un facteur de 1000 à 100 000. Et donc on a une impulsion qui est bien moins intense. On peut maintenant la faire passer dans un amplificateur qui peut par exemple fonctionner grâce à un pompage comme dans un laser. Et donc on obtient une onde qui est amplifiée considérablement, mais toujours étirée. Et donc ensuite on la fait passer dans un dispositif qui est exactement l'inverse du premier, où l'onde rouge parcourt un plus long chemin. Et on obtient une onde qui est recompressée, qui est exactement la même que celle du début, mais qui a été entre-temps amplifiée et donc qui a une puissance colossale. Cette impulsion, lorsqu'elle va rencontrer un gaz, va le ioniser et créer un plasma, et les ondes plasma vont pouvoir accélérer certains électrons à des vitesses extrêmement élevées, proches de celles de la lumière, et donc relativistes. Ces électrons qui ont été accélérés vont aller percuter un métal lourd, et par effet Bremsstrahlung créer des rayons gamma. Comme ces électrons auraient été accélérés énormément, eh bien on va avoir des rayons gamma de très haute intensité que l'on va pouvoir utiliser pour la transmutation. Donc on a, lorsqu'un rayon gamma touche un noyau, une résonance dipolaire géante et qui se désexcite par exemple ici, l'émission d'un neutron qui conduit à une transmutation, mais il aurait pu se produire d'autres événements pour la désexcitation, par exemple l'émission de 2 neutrons ou la fission nucléaire par exemple. Maintenant que nous avons vu quel est le processus utilisé pour permettre une phototransmutation, nous allons nous intéresser à une expérience qui a été menée en 2003 et qui a démontré la faisabilité de cette transmutation sur des noyaux d'iode-129. L'iode-129 est un produit de fission à vie longue hautement radioactif. Même si ce n'est pas le déchet nucléaire le plus nocif, sa durée de vie de 15,7 millions d'années en fait un produit qui peut se montrer dangereux pour la biosphère et pour la santé, et dont le stockage est très compliqué. Il est donc important de chercher des solutions alternatives pour le traiter. Pour réaliser cette expérience, les chercheurs ont utilisé le laser Vulcan, capable de produire des impulsions de l'ordre du pétawatt. Un rayon gamma est généré grâce à un puissant faisceau laser d'intensité de l'ordre De 5 × 10 puissance 20 watts par centimètre carré. Et en suivant la méthode décrite plus tôt, à la différence que l'accélération laser plasma est créée directement dans une cible en or, dont les électrons accélérés produisent des particules gamma par effet Bremsstrahlung en traversant le reste de la cible. Le faisceau gamma percute finalement des cibles constituées d'échantillons d'iode issus de déchets nucléaires provenant d'un centre de retraitement du combustible dont on a extrait l'iode en utilisant une technique efficace à 90%. Pour faciliter leur manipulation, les échantillons étaient compactés dans des boîtes en aluminium puis placés dans un récipient plexiglas étanche au vide. Les échantillons contenaient 46,2 et 43,3 grammes d'iode. À leur tour, les cibles émettent des rayonnements gamma provoqués par les désintégrations spontanées des noyaux qu'elles contiennent. Et donc des mesures ont été effectuées avant et après irradiation et ont été analysées. Les spectres observés sont les suivants. Le spectre background avant irradiation fait uniquement apparaître des pics principaux dus à la désintégration de l'antimoine 125, qui est en fait le résidu d'un autre déchet nucléaire. Il y a aussi un pic dû à l'annihilation électron-positron. Après l'irradiation, on observe 2 pics à 443,3 kV et à 527,1 kV qui sont caractéristiques de la désintégration des noyaux d'iode 128. On peut donc affirmer qu'il y a bien eu des réactions gamma-neutrons qui ont transformé l'iode 129 en iode 128. À partir des mesures du nombre
d'émissions gamma à différents intervalles de temps, les scientifiques ont calculé que l'activité initiale de l'iode 128 était de 1323 becquerels. L'expérience démontre que la transmutation de l'iode 129 est possible par cette méthode et qu'elle produit de l'iode 128. Mais l'iode 128 ainsi produit répond-il à notre problématique? Sa radioactivité est-elle plus facile à traiter que celle de l'iode 129? Pour le savoir, nous allons nous intéresser à deux notions qui caractérisent tout élément radioactif, la demi-vie et l'activité. La demi-vie, ou période radioactive, est un élément fondamental dans le traitement des déchets radioactifs. En effet, plus l'activité radioactive d'un élément est intense, plus sa demi-vie est courte. La demi-vie correspond à la durée après laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés dans un échantillon radioactif. Pour mesurer la demi-vie d'un élément radioactif, les scientifiques utilisent des outils mathématiques qui sont les statistiques et les probabilités, qui permettent de décrire le phénomène aléatoire de la désintégration atomique. En effet, il n'est pas possible de prévoir le moment de la désintégration d'un atome. En revanche, à partir de l'activité réelle de désintégration d'un grand nombre d'atomes, il est possible de déterminer une fonction globale de désintégration dépendante du temps. Considérons n, cette fonction qui, au temps t, associe le nombre n de t de noyaux non désintégrés dans un échantillon, avec n0, le nombre de noyaux initial à t égale 0. Pendant une durée delta t, certains noyaux vont se désintégrer, générant une variation du nombre de noyaux. Et à l'instant t plus delta t, il restera n de t plus delta n, noyaux non désintégrés dans l'échantillon. Et delta n sera négatif puisque le nombre de noyaux non désintégrés diminue. Ce qui revient à dire que n de t plus delta t est égal à n de t plus delta n. Donc en moyenne, lors d'une durée delta t, le nombre de noyaux désintégrés sera de n de t moins n de t plus delta t qui vaut moins delta n. Si l'on rapporte ce nombre de noyaux désintégrés au temps écoulé, on obtient moins delta n sur delta t, soit le nombre de désintégrations par seconde. Dans une approche statistique, nous savons que plus un échantillon est grand, plus il y aura de désintégration par unité de temps. Donc le nombre de noyaux non désintégrés pendant une seconde, moins delta n sur delta t, est proportionnel au nombre de noyaux présents initialement dans l'échantillon n. De plus, le nombre de noyaux désintégrés par seconde varie aussi en fonction de la probabilité qu'a l'élément considéré de se désintégrer. Cette probabilité, notée lambda, n'a de sens que sur un grand nombre d'éléments et permettra de déterminer le nombre de désintégrations par unité de temps. Le nombre de désintégrations moins delta n sur delta t dépend donc également de la constante lambda. Suivant les deux approches statistiques et probabilistes, on en déduit que moins delta n sur delta t est égal à lambda fois n. Quelle est la dimension de lambda? Eh bien on a lambda qui vaut moins delta n sur delta t fois n, avec moins delta n et n qui sont la fonction n, et delta t des parts secondes, donc lambda étant par seconde. Lambda représente la probabilité qu'a un noyau de se désintégrer à chaque seconde qui passe. En fait, si un élément radioactif possède une constante de désintégration élevée, alors un noyau de cet élément aura très envie de se désintégrer et voudra le faire au plus vite. Au contraire, s'il possède une faible constante lambda de désintégration, alors le noyau aura très peu envie de se désintégrer et va mettre plus de temps avant de le faire. Moins delta n sur delta t, qui est égal à lambda fois n, représente bien l'évolution des noyaux non désintégrés dans un échantillon au cours d'un laps de temps donné. Donc si on s'intéresse maintenant à l'évolution de ce nombre sur des durées infinitésimales, c'est-à-dire avec delta t qui tend vers 0, on rejoint la notion de dérivée, l'expression devient donc moins dérivée de n sur dérivée de t est égale à lambda fois n. On a donc ici une équation différentielle de solution n, il suffit donc de la résoudre pour trouver l'expression de la fonction n. On commence par rassembler les variables, puis on calcule l'intégrale de chacun des termes. La primitive de dérivée de n sur n est logarithme népérien de n, puis la primitive de dérivée de t est t, et il reste une certaine constante, car on a seulement une primitive de dt. La fonction inverse du logarithme népérien étant l'exponentielle, on isole n en faisant l'exponentielle de chaque facteur. Exponentielle d'une constante égale une constante, on obtient donc l'expression presque finale, il suffit juste de trouver la constante. On fait pour cela n de 0 qui vaut c. Donc c est égal à n de 0, le nombre de noyaux initial. Et on a donc notre fonction n de t qui est à la n de 0 fois exponentielle de moins lambda t. Le calcul mathématique est donc cohérent avec l'approche expérimentale, car plus lambda est grand, plus le nombre de noyaux non désintégrés diminue rapidement. La fonction est une exponentielle décroissante, cela signifie que plus t sera grand, plus elle décroîtra lentement. Si on observe la fonction de manière graphique, son tracé pour un t très grand
semble ne jamais se terminer. On pourrait donc penser que la durée de désintégration totale est infinie, ce qui est vrai mathématiquement, car sa courbe présente une asymptote d'équation y égale 0 lorsque l'on prend des valeurs de x tendant vers plus l'infini. En d'autres termes, de manière géométrique, cette courbe ne coupera jamais l'axe des abscisses et elle ne fera que s'en rapprocher jusqu'à l'infini. Mathématiquement, l'activité radioactive d'un échantillon ne s'arrête donc jamais. Dans la réalité, ce qui nous intéresse ici, et ce qui intéresse l'homme et son environnement en général, ce sont les effets et la dangerosité de cette radioactivité résiduelle. C'est pour cette raison que les physiciens ont développé la notion de demi-vie, car d'un point de vue mathématique, les probabilités ne peuvent plus être utilisées à partir d'un certain seuil. En effet, une population faible de noyaux n'obéit plus à une loi de probabilité. Étant donné que la demi-vie ou période radioactive est le temps pour une substance radioactive au bout duquel la moitié de ses noyaux s'est désintégrée, elle a un sens à la fois physique et mathématique. En effet, la demi-vie peut s'exprimer mathématiquement comme suit. n de t plus t1,5 égale n de t sur 2. Or, puisque nous connaissions la fonction n, on peut arriver à faire correspondre période et constante de désintégration. Avec les calculs suivants, on arrive à la demi-vie qui vaut logarithme népérien de 2 sur lambda. Donc la demi-vie s'exprime en secondes comme étant dépendante de lambda. La deuxième caractéristique des éléments radioactifs, et qui nous intéresse au premier chef, c'est l'activité, car elle détermine leur dangerosité pour l'homme. L'activité est le nombre de noyaux qui se désintègrent chaque seconde. Elle s'exprime en becquerel. Si A est la fonction qui donne l'activité en fonction du temps écoulé, alors A de t vaut A de 0 fois exponentielle de moins lambda t. Donc l'activité suit la même loi de décroissance exponentielle que n. Pour revenir à l'approche physique, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution au cours du temps de la dangerosité pour l'homme, et non de savoir à quel moment précis il n'y aura plus aucun noyau non désintégré dans une substance. Premièrement, parce que c'est impossible, comme on l'a vu mathématiquement, et deuxièmement, parce qu'en physique, on peut considérer un petit nombre d'atomes comme négligeable. Rappelons-nous que les problèmes liés aux déchets nucléaires sont causés par le danger que ceux-ci présentent pour la santé et pour l'environnement, et que ce danger dépend principalement de l'activité d'une substance. On considère qu'au-delà d'une certaine quantité, la substance aura une petite activité et donc une faible radiotoxicité et ne présentera alors plus de danger pour l'homme. C'est ici que la notion de demi-vie présente un intérêt physique, puisqu'à chaque demi-vie, le nombre de noyaux actifs restants est divisé par 2. En général, on considère qu'après 10 demi-vies, il n'y aura plus de danger pour l'homme, l'activité étant divisée par 1024. Cependant, pour des quantités élevées d'une substance radioactive, très active, 10 demi-vies ne suffiront pas forcément à atténuer cette radioactivité. Or, plus lambda est grand, plus la demi-vie est courte. Plus simplement, l'activité étant le nombre de désintégrations par seconde, plus elle est élevée, plus le nombre de noyaux non désintégrés diminue vite et plus la quantité arrive rapidement à moitié. Donc généralement, si une substance nécessite beaucoup de demi-vie pour que son activité devienne faible, alors cette substance aura une demi-vie assez courte. Et ça, c'est très intéressant. Revenons maintenant à notre expérience de l'iode. Lors de cette expérience, que nous avons précédemment décrite, les scientifiques avaient trouvé une activité initiale de 1323 becquerels. Or, l'iode 128 possède une demi-vie d'environ 25 minutes, donc T1,5 égale 1500 secondes. Et donc par le calcul, on peut calculer que lambda de l'iode 128 égale 4,6 fois 10 puissance moins 4 par seconde. L'échantillon comportait donc, on peut le calculer, 2,9 fois 10 exposant 6 noyaux. Et après 10 demi-vies, il en restait 2832, qui avait une activité de 1,3 becquerel. Donc cela fait très peu. Mais cependant, ces chiffres et ce nombre d'atomes initial étaient déjà presque insignifiants. Et donc on va calculer pour des quantités plus importantes d'iode qui sont plus significatives. Par exemple, 1 kg. Et donc 1 kg, ça fait à peu près 7,8 mol d'iode. Et ce qui fait 4,7 fois 10 puissance 24 noyaux d'iode au début. Cet échantillon a une activité initiale de 2,1 fois 10 puissance 21 becquerel. Après 10 demi-vies, il n'y a plus que 4,6 fois 10 puissance 21 noyaux d'iode. On a donc une quantité négligeable, cependant l'activité peut toujours être élevée, et si on la calcule, on s'aperçoit qu'elle vaut environ 2,1 fois 10 puissance 18 becquerel. Elle est supérieure aux milliards de becquerel. Elle est donc encore très importante et très dangereuse. Pour qu'elle devienne négligeable, il aurait fallu attendre au moins 60 demi-vies. Là, elle aurait été de 1893 becquerel. Donc, en conclusion, le nombre de noyaux non désintégrés décroît vite et est rapidement négligeable, mais l'activité radioactive reste élevée très longtemps, et c'est seulement à partir de 60 demi-vies que l'on peut commencer à la négliger. Néanmoins, puisque la période de l'iode 128 n'est que de 25 minutes, la dangerosité des noyaux restants dans cet échantillon est négligeable au bout de seulement 25 heures, parce que 60 fois 25 minutes égale 25 heures. Dernière interrogation, que deviennent les atomes d'iode 128 après désintégration ?
bien l'autre 128 de symbole possède 53 protons et 75 neutrons dans son noyau. C'est donc une désintégration β- qui va se produire et l'iode 128 va se transmuter en xénon 128 au cours de sa désintégration. Or, le xénon 128 est parfaitement stable. En effet, c'est un des isotopes naturels du xénon. Cette expérience a donc bien démontré la faisabilité de la transmutation de l'iode 129 en iode 128 et celle-ci a bien une utilité puisqu'un déchet nucléaire à vie longue devient un déchet à vie courte, l'iode 128. En effet, nous avons démontré que l'iode 128 n'est plus dangereux au bout de quelques heures et qu'il peut donc plus facilement et avec moins de risques être stocké. Cependant, l'efficacité du processus est faible car la lumière laser doit être convertie avant de produire des rayons gamma, générant des pertes énergétiques importantes. Et pour convertir l'échantillon tout entier, il aurait fallu réaliser plusieurs milliards de tirs, alors que le laser Vulcan ne peut lui réaliser que quelques tirs toutes les heures environ. Néanmoins, cette expérience a été réalisée en 2003 et des progrès ont déjà été réalisés sur les lasers et le processus. En 2016, une équipe de chercheurs chinois a réalisé différentes simulations sur le logiciel Géant 4 et a obtenu un rendement réactionnel de 1,4 x 10 puissance 8 par joule, avec un laser d'intensité de 5 x 10 puissance 21 watts par centimètre carré. En utilisant l'accélération laser plasma et une cible en tantale optimisée. Cette simulation avait permis la transmutation de césium-135, un autre produit de fission à vie longue, en isotopes de vie plus courte ou même stable, le césium-134 et 133. Écoutons maintenant l'avis de Sébastien Weber, ingénieur-chercheur au CNRS et spécialiste des lasers, sur les progrès possibles de l'efficacité de la phototransmutation. Oui, alors ça c'est une question qui est intéressante et qui pose un peu la question de quel type de laser utiliser. Est-ce qu'il faut absolument des lasers de plus en plus intenses, juste parce que plus fort le mieux c'est? Eh ben pas forcément. En fait, l'étude comparative qui a été menée dans ces travaux nous montre que le but ultime, c'est d'avoir une efficacité de transmutation importante, c'est-à-dire un taux de transmutation par unité de temps élevé. Or, utiliser des lasers très intenses vient avec le problème que leur taux de répétition est très faible. Une impulsion par heure ou quelques impulsions par heure. Ce qui fait que même si on a beaucoup de transmutation à chaque fois qu'on a une impulsion, au final, sur la journée, on n'en a pas tant que ça, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'impulsions. Au contraire, l'autre équipe a utilisé des impulsions qui étaient moins énergétiques, et le laser qui les produit, lui par contre, peut être utilisé à une cadence, un taux de répétition plus élevé. Donc il se passe par impulsion, il y a moins d'événements gamma produits, donc moins de transmutation par impulsion. Mais comme il y a beaucoup plus d'impulsions par unité de temps, par seconde par exemple, au final, à la fin de la journée, vous aurez transmuté beaucoup plus de matière radioactive. Donc vous aurez une efficacité de production, de transmutation à la fin qui sera meilleure. Donc la puissance c'est bien, mais ça fait pas tout. Et de plus en plus, encore une fois, le taux de répétition des lasers devient un enjeu majeur. On a besoin d'avoir des taux de répétition qui sont de plus en plus élevés. Donc on veut un peu le beurre et l'argent du beurre, on veut des impulsions très courtes, très intenses, mais on en veut plein. Et bon, c'est un peu... il faut faire la part des choses entre tout ça, et puis voir ce qui est le plus important pour telle ou telle expérience, tel ou tel résultat. Et c'est ça qui permet de voir quel type de laser utiliser, quoi développer dans le futur comme type de laser. Les lasers permettent donc de réduire considérablement le temps de vie des déchets nucléaires. En effet, l'expérience réalisée en 2003 par l'équipe menée par Kenneth William David Ledingham et celle réalisée en 2016 par l'équipe menée par Luo Wen prouvent la faisabilité de la phototransmutation induite par laser et son intérêt. Ainsi, les lasers pourraient peut-être bien être la solution au problème des déchets nucléaires. Cependant, cette technique est actuellement peu efficace et il n'est pas possible de l'utiliser industriellement pour résoudre le problème des déchets nucléaires. De plus, il n'a pas été démontré qu'elle était faisable et intéressante pour tous les déchets produits dans les réacteurs nucléaires. Néanmoins, on observe une nette amélioration en ce qui concerne le taux de transmutation entre les expériences de 2003 et 2016
due au progrès des lasers ainsi qu'à l'optimisation du processus. Cette amélioration laisse envisager que de nouveaux progrès dans le futur permettront des rendements assez élevés pour que cette technique soit utilisée à grande échelle afin de se débarrasser des déchets nucléaires. D'autres solutions au problème des déchets nucléaires sont toutefois envisageables. Les recherches se poursuivent, aussi bien pour la phototransmutation assistée par laser que pour les autres méthodes. L'avenir nous dira laquelle sera la plus probante et au plus tôt pour traiter nos déchets nucléaires.